Votre maison n'est pas en désordre parce que vous êtes paresseuse. Elle est en désordre parce que vous prenez des décisions de la mauvaise manière, au mauvais moment, en utilisant les mauvais critères. Je le sais parce que j'ai passé les 60 premières années de ma vie à faire exactement cela. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans. Et je veux vous montrer 5 techniques impitoyables tirées de la philosophie et de la pratique japonaise qui éliminent le désordre domestique à sa source plutôt que de gérer sans fin ses symptômes. Ce ne sont pas des suggestions douces. Ce sont des méthodes précises qui nécessitent que vous pensiez différemment à chaque objet occupant actuellement votre maison. Une partie de ce que je vais vous dire sera inconfortable. Bien, la pensée confortable est ce qui a créé le problème. Nous allons vite. Allons-y. Technique 1, le test de justification de propriété. Au Japon, il existe un principe intégré dans le concept de seiton, qui se traduit approximativement par ordre ou arrangement approprié. Chaque objet dans une maison japonaise doit justifier sa présence continue activement et spécifiquement, pas théoriquement, pas historiquement, maintenant dans votre vie actuelle, telle qu'elle est réellement vécue aujourd'hui. La plupart des approches occidentales du désencombrement demandent si vous voulez garder quelque chose. L'approche japonaise demande quelque chose de beaucoup plus exigeant. Cet objet peut-il justifier l'espace qu'il occupe, le temps nécessaire pour le maintenir et l'énergie mentale que sa présence vous coûte chaque fois que vous le voyez? C'est une question fondamentalement différente et beaucoup plus impitoyable. Vouloir garder quelque chose est facile. Justifier son coût continu pour votre vie est considérablement plus difficile. Voici comment appliquer le test de justification de propriété à chaque objet que vous rencontrez. Tenez l'article, puis répondez à 3 questions sans vous permettre le temps de construire des justifications élaborées. Premièrement, ai-je utilisé ceci dans les 90 derniers jours? Pas aurais-je pu l'utiliser? L'ai-je réellement utilisé? Deuxièmement, cet objet sert-il qui je suis maintenant, aujourd'hui, pas qui j'étais il y a 5 ans ou qui j'imagine que je pourrais devenir? Troisièmement, si j'avais besoin de cet article et ne l'avais pas, la conséquence serait-elle vraiment significative ou simplement légèrement gênante? Si la réponse honnête aux 3 questions n'est pas clairement oui, l'article échoue à sa justification. Il part. La partie impitoyable est celle-ci. Vous ne négociez pas avec un article qui échoue. Vous ne lui donnez pas une période probatoire ou une boîte peut-être. Il a déjà été dans votre maison, recevant le bénéfice de votre espace et attention, et il a échoué à gagner ce bénéfice. La décision est déjà prise. Votre tâche est simplement de la reconnaître. J'ai appliqué ce test à ma cuisine au cours d'un après-midi. 41 articles ont échoué à leur justification. Un coupe-légumes mandoline, utilisé peut-être 4 fois en 8 ans. 11 couvercles de stockage dépareillés sans contenant correspondant. Une yaourtière qui avait représenté une intention de santé optimiste de 2016 et rien de plus. Une collection de baguettes de plats à emporter accumulées au fil des années de livraison, entièrement redondantes dans une maison où je possède des baguettes de qualité. Chacun de ces articles avait été passivement consommant de l'espace, contribuant au bruit visuel et nécessitant de naviguer autour d'eux quotidiennement. Leur retrait ne m'a privé de rien que j'utilise réellement. Il a simplement retourné de l'espace et de la clarté qui avaient été tranquillement volés. Le test de justification de propriété fonctionne parce qu'il retire le sentiment et l'habitude de l'équation et les remplace par une responsabilité au présent. Les objets dans votre maison ne sont pas autorisés à y rester sur la base de l'utilité passée ou de la possibilité future. Ils gagnent leur place par la valeur actuelle et démontrable. Appliquez ce standard de manière cohérente et votre maison se transformera en quelques semaines. Technique 2, l'audit de friction. Cette technique vient du concept de fabrication japonais de muda, signifiant gaspillage, et son application à l'organisation de la maison révèle quelque chose que la plupart des gens n'identifient jamais consciemment. Chaque maison désordonnée contient des points de friction spécifiques, des emplacements et systèmes où l'effort requis pour faire la chose correcte dépasse l'effort requis pour faire la chose incorrecte.
Le désordre est presque toujours le résultat du comportement incorrect étant plus facile. Un audit de friction cartographie ces points précisément et puis les élimine par des changements structurels plutôt que par la volonté. Voici comment conduire le vôtre. Passez une semaine à observer votre propre comportement sans jugement. Notez chaque instance où vous placez quelque chose quelque part autre que là où il appartient. Notez chaque tâche que vous avez l'intention de faire, et puis ne faites pas. Notez chaque surface qui accumule des objets malgré vos intentions de la garder dégagée. Vous ne cherchez pas des échecs personnels. Vous cherchez des points de friction où votre système est plus difficile que l'alternative. Les résultats d'un audit de friction sont presque toujours surprenants. Vous découvrez que vous laissez constamment vos lunettes de lecture sur le comptoir de cuisine, non pas parce que vous êtes désorganisé, mais parce que la chambre où elles appartiennent est à 12 mètres et la cuisine est où vous en avez le plus fréquemment besoin. La solution n'est pas de vous discipliner à marcher 12 mètres à répétition. La solution est une deuxième paire de lunettes, ou un endroit désigné pour lunettes dans la cuisine, ou un crochet près de l'entrée de cuisine. Vous éliminez la friction plutôt que de la combattre à répétition. Dans ma propre maison, l'audit de friction a révélé 4 points d'échec critiques. Mon entrée n'avait pas d'emplacement désigné pour les sacs que je porte quotidiennement, créant une accumulation au niveau du sol chaque soir. Ma salle de bain avait des produits stockés dans un placard nécessitant 2 étapes supplémentaires comparées à simplement les laisser sur le comptoir, ce que je faisais constamment. Mon bac de recyclage de cuisine était situé dans un placard nécessitant qu'une porte soit ouverte, rendant légèrement plus facile de placer les recyclables sur le comptoir que dans le bac. Mon panier à linge était dans le placard de chambre, signifiant que les vêtements retirés n'importe où ailleurs dans la chambre voyageaient vers le sol plutôt que vers le panier. Chacun de ces points de friction avait une solution structurelle évidente. Un crochet à l'entrée, produit relocalisé vers un organiseur de comptoir conçu pour être nettoyé en dessous, bac de recyclage déplacé vers un emplacement ouvert et accessible. Un deuxième petit panier placé en dehors du placard dans la zone principale de la chambre. Après avoir mis en œuvre ces 4 changements, le désordre qui avait caractérisé ces 4 zones a essentiellement disparu. Pas parce que j'essayais plus dur, parce que le comportement correct était devenu structurellement plus facile que le comportement incorrect. Le désordre n'avait jamais été un problème de discipline. Ça avait toujours été un problème de conception. C'est l'intuition japonaise centrale sur l'ordre. Vous ne maintenez pas une maison rangée par vigilance et effort constant. Vous concevez une maison rangée par réduction réfléchie de friction, et puis le rangement se maintient largement lui-même. Trouvez vos points de friction, retirez-les. Le désordre qu'ils génèrent s'arrêtera. Technique 3, le test de Milan. La culture japonaise a une relation fondamentalement différente avec le temps que la plupart des cultures occidentales. Le concept de mono-no-aware, conscience de l'impermanence, enseigne que tout passe et que ce passage n'est pas une tragédie, mais l'ordre naturel. Appliquée aux possessions, cette philosophie produit une clarté sur ce qui compte vraiment que la plupart des cultures orientées vers l'accumulation ne développent jamais. Le test de Milan est une application pratique de cette philosophie et c'est parmi les outils de prise de décision les plus efficaces que j'ai rencontrés pour désencombrer les objets avec charge émotionnelle. Le test pose une seule question sur tout objet que vous avez du mal à libérer. Dans Milan, le fait que j'ai gardé ou libéré cet objet importera-t-il de manière significative à un être vivant? La réponse, pour l'écrasante majorité des objets dans toute maison, est clairement et évidemment non. La machine à pain gardée par culpabilité sur l'argent dépensé dessus. Les vêtements gardés parce que les libérer semblent comme libérer le souvenir associé. La collection d'objets gardés par obligation envers la personne qui les a donnés. Aucun de ces objets ne s'enregistrera dans l'arc de l'histoire ou dans les vies de quiconque vivant dans Milan. Cette perspective temporelle ne diminue pas les vraies émotions attachées aux objets, elle les contextualise. Vous êtes autorisé à ressentir l'inconfort de libérer quelque chose et simultanément, vous pouvez reconnaître que l'inconfort est au présent et temporaire.
tandis que le désordre est continu et quotidien. Le test de Milan fonctionne le plus puissamment sur 3 catégories d'objets qui résistent typiquement au désencombrement le plus obstinément. Les cadeaux reçus de personnes que vous aimez. La culpabilité de libérer un cadeau donné avec amour peut sembler énorme au moment de la décision de libération. Vu sur 1000 ans, l'amour derrière le cadeau reste réel et honoré peu importe si l'objet physique est conservé. La relation n'a jamais été logée dans l'objet. Elle vit entre les personnes. Les objets représentant des versions passées de vous-même. Les vêtements professionnels d'une carrière maintenant complète. Les fournitures de loisirs d'un intérêt maintenant passé. Les livres qui ont façonné un esprit plus jeune, mais ne s'alignent plus avec la pensée actuelle. Libérer ceux-ci n'efface pas votre histoire. Votre histoire existe dans qui vous êtes devenu, pas dans les objets qui ont entouré le devenir. Les objets gardés contre un besoin futur théorique. Équipements spécialisés pour des activités que vous pourriez un jour reprendre. Quantité supplémentaire d'articles contre une possible pénurie future. Multiples d'objets contre une possible défaillance future du principal. Le test de Milan clarifie qu'optimiser votre vie présente réelle est plus précieux qu'assurer contre des inconvénients futurs théoriques qui peuvent ne jamais se matérialiser. Appliquez ce test à vos objets les plus résistants. Vous pourriez être surprise de la rapidité avec laquelle la pensée de Milan dissout l'emprise de la culpabilité d'accumulation au présent. Technique 4, la comptabilité du coût énergétique. Tout dans votre maison qui est hors de place attend une décision, nécessite un entretien ou crée un désordre visuel, vous charge un frais continu. Ce frais n'est pas payé en argent, mais en attention, en énergie mentale et dans le stress continu de bas niveau de vivre dans un environnement qui fait des demandes non dites. Les maisons japonaises maintiennent des environnements minimaux et intentionnels, en partie parce que la philosophie de conception japonaise a longtemps compris ce que la neuroscience occidentale a plus récemment confirmé. Chaque objet dans votre champ visuel nécessite une allocation petite mais réelle de traitement cognitif. Un environnement encombré est neurologiquement coûteux à habiter. Le coût cumulatif de cette dépense à travers chaque heure d'éveil est substantiel. La comptabilité du coût énergétique rend cette dépense invisible visible en vous obligeant à calculer le vrai coût continu de conserver chaque article que vous considérez garder. Pour tout objet que vous hésitez à libérer, calculez son coût énergétique réel à travers 4 dimensions. Premièrement, le coût physique. Cet objet nécessite-t-il nettoyage, entretien ou gestion? À quelle fréquence et pour combien de temps? Une collection d'articles décoratifs nécessitant dépoussiérage représente des heures de travail physique annuelles. Multipliez les minutes par session de nettoyage par la fréquence par an. C'est le coût physique que cet objet vous charge. Deuxièmement, le coût spatial. Que pourrait être cet espace si cet objet n'y était pas? L'espace vide dans une maison japonaise est considéré précieux, pas gaspillé. L'espace actuellement occupé par des objets que vous n'utilisez ni n'aimez vraiment est un espace non disponible pour l'espace de respiration qui fait qu'une maison se sent paisible plutôt que sous pression. Troisièmement, le coût visuel. Chaque fois que votre œil passe sur cet objet, votre cerveau le traite. Si l'objet crée même un sentiment négatif léger, ce traitement a un coût. Culpabilité sur équipement d'exercice inutilisé. Vague obligation envers un cadeau que vous n'avez jamais aimé. Frustration de bas niveau à un article dysfonctionnel que vous n'avez pas remplacé. Ces micro-coûts s'accumulent à travers des milliers de rencontres quotidiennes. Quatrièmement, le coût de décision. Les objets sans statut clair, les choses auxquelles vous n'êtes ni engagé à garder ni disposé à libérer, chargent le frais continu le plus élevé. Chaque fois que vous les rencontrez, vous prenez une micro-décision de reporter la décision. Ce report lui-même consomme de l'énergie. La pile de choses à trier éventuellement n'est pas neutre dans votre maison. Elle est activement coûteuse. Quand j'ai complété une comptabilité de coûts énergétiques de ma maison, j'ai trouvé 17 objets dont le coût continu combiné, calculé honnêtement à travers toutes les 4 dimensions, était vraiment choquant.
un article cassé que j'avais l'intention de réparer depuis 2 ans, une collection de livres que je sentais que je devrais lire, mais ne voulais jamais lire, des meubles dans un arrangement qui rendait le nettoyage du sol derrière inutilement difficile, des multiples d'articles où une seule version de qualité servirait mieux tout en coûtant moins d'attention. Libérer ou résoudre tous les 17 m'a coûté un après-midi. Le retour sur cet investissement en dépenses énergétiques continues réduites était immédiat et a été continu depuis. Votre maison devrait générer de l'énergie pour votre vie, pas la consommer. La comptabilité de coûts énergétiques révèle quels objets sont des drains nets et fait le cas pour leur retrait en termes que votre esprit pratique peut pleinement accepter. Technique 5. L'inversion de l'héritage. La technique finale est peut-être la plus philosophiquement sophistiquée et elle produit le changement le plus profond et durable dans comment vous vous rapportez à vos possessions en avançant. Pas seulement aujourd'hui, mais définitivement. La plupart des gens pensent à l'héritage dans une direction. Que vais-je laisser à ceux qui viennent après moi? L'inversion de l'héritage vous demande de penser dans la direction opposée. Qu'ai-je hérité, non pas en termes d'objets reçus, mais en termes d'attitude, d'habitude et de relations avec les possessions que je n'ai jamais consciemment choisies et qui peuvent ne pas servir ma vie réelle. Beaucoup des possessions que nous trouvons les plus difficiles à libérer ne sont pas vraiment nos propres choix. Ce sont des comportements hérités. Vous gardez chaque cadeau reçu parce que vos parents gardaient chaque cadeau reçu et traitaient la libération de cadeaux comme irrespectueuse. Vous gardez des multiples de chaque article ménager parce qu'un grand-parent qui a vécu la rareté enseignait que l'abondance de fournitures signifiait sécurité. Vous gardez des objets représentant des étapes de vie passées parce que votre culture familiale traitait la libération du passé comme trahison. Aucune de ces attitudes héritées n'est nécessairement mauvaise. Toutes méritent un examen conscient plutôt qu'une continuation automatique. Au Japon, la pratique de Danshari, une philosophie de désencombrement qui se traduit approximativement par refuser, disposer, séparer, aborde explicitement les attachements psychologiques qui rendent difficile la libération d'objets. Le troisième élément, séparer, se réfère spécifiquement à séparer votre sens de soi de vos possessions. Votre identité n'est pas logée dans vos objets. Vous n'êtes pas vos collections, votre garde-robe professionnelle passée, vos meubles hérités ou vos articles sentimentaux accumulés. Vous êtes la personne vivante se déplaçant à travers vos jours. Vos possessions devraient servir cette personne vivante, pas la définir. L'inversion de l'héritage nécessite que vous examiniez chaque catégorie majeure d'objets difficiles à libérer et demandiez honnêtement, ma réticence à libérer ceci est-elle mon propre sentiment authentique ou est-ce une attitude héritée que je n'ai jamais consciemment adoptée? Quand j'ai appliqué cet examen à ma propre maison, j'ai découvert qu'une portion significative de mon accumulation était enracinée non pas dans un attachement personnel authentique, mais dans des schémas de comportement hérités autour de l'évitement du gaspillage et de la rétention d'objets que j'avais absorbés dans l'enfance et jamais questionnés. Ma grand-mère avait vécu une vraie pénurie. Sa relation avec les objets était formée par une vraie rareté. J'avais hérité de cette relation sans hériter des circonstances qui la rendaient rationnelle. Reconnaître ceci n'a pas déshonoré ma grand-mère. Cela m'a simplement permis d'évaluer mes circonstances actuelles honnêtement et de faire des choix appropriés à ma vie réelle, plutôt que des choix appropriés à des conditions qui n'existent plus. L'inversion de l'héritage fonctionne aussi vers l'avant. Quand vous examinez vos possessions à travers cette lentille, vous devenez consciente de quelles attitudes et relations avec les objets vous modélisez pour les personnes qui observent votre maison et vos choix. Les enfants et petits-enfants absorbent les approches aux possessions des adultes autour d'eux. La maison que vous maintenez n'est pas seulement votre environnement. C'est aussi une leçon vivante dans comment se rapporter aux choses matérielles. Choisir de maintenir une maison où les objets sont intentionnels, où l'espace est valorisé, où la qualité est choisie sur la quantité et où libérer l'inutile est traité comme sagesse plutôt que perte. Vous passez en avant une relation avec les possessions qui sert la vie plutôt que de rivaliser avec elles.
Ce que ces 5 techniques partagent, chacune de ces 5 techniques opère sur le même principe fondamental. Elle remplace la réactivité émotionnelle par la pensée structurée. Elle vous donne un cadre clair pour prendre des décisions que vos sentiments seuls ne peuvent pas prendre proprement. Le test de justification de propriété retire le sentiment et le remplace par la responsabilité au présent. L'audit de friction retire la volonté de l'équation et le remplace par la conception structurelle. Le test de Milan retire l'urgence de l'inconfort au présent et le remplace par une longue perspective. La comptabilité de coûts énergétiques retire l'illusion que garder est sans coût et le remplace par un calcul honnête. L'inversion de l'héritage retire le comportement hérité non examiné et le remplace par le choix conscient. Ensemble, ces 5 cadres abordent chaque raison majeure pour laquelle les objets restent dans les maisons où ils ne servent plus vraiment les personnes qui y vivent. Ils ne vous demandent pas de vous sentir différemment sur vos possessions. Ils vous donnent des outils pour penser différemment sur elles. Et la pensée changée produit des environnements changés définitivement plutôt que temporairement. Une maison qui ne devient jamais désordonnée n'est pas maintenue par des personnes avec une discipline inhabituelle ou des quantités inhabituelles de temps. Elle est maintenue par des personnes qui pensent clairement sur ce qui appartient à leur vie et agissent de manière cohérente sur cette clarté. Ces 5 techniques construisent exactement cette clarté. Les possessions qui restent, après les avoir appliquées honnêtement, seront moins nombreuses, plus intentionnelles et plus vraiment vôtres que tout occupant actuellement votre espace. La maison qui en résulte nécessitera moins d'efforts pour maintenir, produira moins de stress quotidien et se sentira plus authentiquement comme la vie que vous vivez réellement plutôt qu'un musée de vie déjà vécue. C'est à cela que servent ces techniques. Pas une maison plus rangée, une plus vraie.